Salut à tous et bienvenue pour ce tout premier rendez-vous du Rivalidé, l'histoire de rivaux historiques, comme son nom l'indique, analysée à travers une rencontre mémorable. C'est le concept de cette émission dédiée au college football et à la NFL et ça tombe bien, c'est avec la ligue professionnelle qu'on va lancer les hostilités, la direction le nord-est des États-Unis avec la confrontation entre les New York Giants et les Philadelphia Eagles. Et pour en parler avec moi, il fallait forcément un homme impartial, Victor Roulier est donc de Haute. Salut Victor. Et bonjour Grégory, bonjour à tous et merci de m'inviter pour cette première. Ravi de t'avoir en ma compagnie, hein, comme tout au long de cette saison, notamment sur TDA. Je rappelle au passage, pour ceux qui ne le sauraient pas, que tu animes de manière régulière. Alors, je ne sais pas pendant la off-season si vous vous imposez un certain rythme, mais que tu gères le Podcast Fly, hein, consacré notamment aux Philadelphia Eagles. Donc, vous pouvez aller jeter une oreille sur les meilleures plateformes, on peut le dire. Oui, sur à peu près toutes les plateformes. Et c'est vrai que pendant la off-saison, notre politique, c'est de faire un podcast s'il y a quelque chose à dire. Donc voilà, on ne s'impose rien. C'est quand il y a d'actu, on va en parler. Et sinon, ça ne sert à rien d'abreuver les gens. Autant les laisser respirer avant la saison. C'est sûr. Alors, pour préciser d'emblée, chaque rivalité qui sera décortiquée dans l'émission ne sera pas choisie au hasard, car elle mettra souvent à l'honneur l'équipe qui a le meilleur bilan comptable dans cette confrontation historique. Et là encore, Victor, ça tombe très bien pour toi, puisque les Eagles mènent au point dans ce duel vieux de presque 90 ans. 89 succès à 87 pour Philly, dont celui du 19 novembre 78, qui nous intéressera tout particulièrement tout à l'heure. Avant ça, forcément, on va s'intéresser à la genèse, hein, de ce différent historique. L'origine de cette rivalité, je l'ai dit tout à l'heure, elle est avant tout géographique. Oui, évidemment. Il faut savoir que les rivalités les plus anciennes se situent dans ce qui est maintenant la NFC Est et la NFC Nord, qui sont vraiment des zones historiques. Les Eagles et les Giants, c'est depuis 1933. Donc, c'est depuis le début des années 30. Et c'est vrai que tu l'as dit, c'est quand même quasiment 200 affrontements entre les deux équipes. Donc, il y a eu des périodes de domination de l'un et de l'autre. On y reviendra malgré ce bilan comptable un peu équilibré. Les grands moments d'histoire, les grands matchs de cette rivalité Penche sont un peu. plutôt pour les Eagles. C'est ça qui fait un peu la spécificité de cette rivalité. Elle a vraiment démarré dans les années 50 parce qu'il faut le dire, les premières années, c'est une domination sans partage des Giants. Mais Les Eagles sont... Même si les Eagles, et pour le coup, alors, on recontextualise et tu commences un petit peu à le faire, les Giants, ça restait quand même une grosse force déjà à l'époque, hein, ça fait partie des grosses franchises historiques, en effet, derrière notamment les Bears et les Packers, si on prend notamment les franchises actuelles. Les Eagles sont un peu arrivés, alors j'allais dire sur un hasard en 1933, ou en tout cas dans un contexte qui était particulier, mais où ils faisaient un petit peu office de chair à canon justement pour certaines grosses écuries. Et pourtant, dès 1934, même si ça n'a pas été une récurrence dans les années qui ont suivi, les Eagles upset les Giants, je crois que sur un score de 6-0. On était déjà Oui, sur un des beau scores un peu score des années étriqués. 30. Voilà. Mais après, je te rejoins, c'est sûr que c'était souvent l'avantage des Giants, notamment les premières années. Mais dès le début, on a eu ce petit phénomène où les Eagles ont envoyé un message. Bon, bah voilà, vous êtes le Goliath, on va dire, du duo. Mais David va pas tarder à reprendre l'ascendant. Oui, c'est ça. Et en fait, même s'il faudra... les Eagles sont tellement mauvais qu'on finit par inventer la draft pour renforcer les Eagles. C'est une réalité, c'est pour ça que la draft NFL existe. Mais c'est vrai que c'est un affrontement qui, au départ, paraît déséquilibré, mais c'est un affrontement où, c'est vrai, géographiquement, les deux villes sont proches. Donc, il y a beaucoup de mouvements de population, il y a une grosse rivalité qui vient tout de suite se créer. Et dès le début, et c'est quelque chose qui va suivre cette rivalité pendant très longtemps, c'est une rivalité assez nasty. C'est-à-dire, si on traduit en français, c'est agressif, un peu sale dans la mentalité. C'est violent, c'est deux peuples qui ne s'aiment pas. La NFL, en faisant un classement il y a quelques années, et c'est disponible sur le Game Pass, des rivalités NFL, mais même Giants Eagles en numéro un, bon, c'est peut-être un peu excessif, on peut en parler, mais c'est la preuve que historiquement, c'est des franchises qui ne s'aiment pas depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et alors, c'est vrai qu'au fil du temps, ça va monter en puissance. Et je donnerai la première date qui est 1960. 1960, avant l'ère du Super Bowl. Chuck Bednarik, qui est un joueur qui joue aux Eagles en attaque et en défense, fait un plaquage absolument
dégueulasse, disons-le, De catcheur, on sur, peut le dire. sur Frank Gifford, qui était la star à l'époque des Giants, qui l'oblige à sortir, je crois qu'il reste quasiment 1 an et demi ou 2 ans sans jouer, et globalement, c'est presque la fin de sa carrière. Et c'est ce plaquage qui symbolise le début de cette rivalité qui va être quand même assez sale pendant 20-30 ans, même si la NFL d'aujourd'hui est beaucoup plus clean qu'elle n'a pu l'être avant. Mais c'est vraiment cette rivalité dont on a presque oublié à quel point elle était forte à une autre époque. Alors, dans l'aspect vraiment rivalité qu'on ne peut pas occulter non plus, ça a aussi été des grosses rivalités de coach. Et on en a eu certains. Ça a été notamment, j'allais dire, symbolisé ou en tout cas vraiment centralisé par notamment la grosse rivalité des années 80 entre Bill Parcells et Buddy Ryan, mais pas que en l'occurrence. Oui, la première à laquelle on pense, c'est évidemment Parcells et Ryan. Et la deuxième à laquelle on peut penser, c'est entre Reed et Coughlin. Mais c'est marrant parce que ces deux rivalités, elles sont représentatives de ce qu'est la rivalité Eagles-Giants. C'est-à-dire que en confrontation directe, les Eagles gagnent ces rivalités. Les gros matchs, les grosses rivalités, les Eagles les gagnent. Par contre, et il faut le dire tout de suite, parce que malgré tout, je reste objectif, les Giants, à l'échelle de la NFL, gagnent beaucoup plus que les Eagles. Historiquement, il y a 8 titres, il y en a 4 pour les Eagles, il y a 4 Super Bowls, il y en a un pour les Eagles. Et c'est toujours pareil. Ryan domine par 16, sauf que par 16, gagne un Super Bowl. Reed explose Coughlin pendant une dizaine d'années. Sauf que les Eagles, ils font 5 finales de conférence, un seul Super Bowl et ils le perdent. Les Giants, on en pense ce qu'on veut, mais ils gagnent le Super Bowl de 2007, ils gagnent ensuite le Super Bowl de 2011. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que les Eagles, même si le bilan paraît équilibré, notamment parce qu'au tout début, il y a une grosse domination de Giants, mais les Eagles dominent cette rivalité, alors que les Giants réussissent beaucoup plus lorsqu'on regarde vraiment sur un écran large la réussite globale en NFL. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Alors, c'est vrai que voilà, je restais sur la rivalité notamment, enfin je parlais notamment de celle-là, Parcells Ryan. C'est vrai que du côté de Philadelphie, il y a longtemps eu malgré tout ce petit complexe. Alors je ne sais pas si on peut dire d'infériorité, même si ça rejoint un petit peu ce que tu disais, le côté où on est capable de jouer les yeux dans les yeux sur un match, mais où on ne gagnait pas. Et il y a eu ce petit creux, notamment post-Super Bowl 15, dont on parlera sans doute tout à l'heure. Et c'est vrai que Buddy Ryan symbolisait également, parce qu'on prenait le symbole Bednarik. Là aussi, il faut rappeler un petit peu qui est Buddy Ryan, ancien coordinateur défensif de l'une des meilleures défenses de l'histoire, à savoir les Bears de 1985. Et il arrive à Philadelphie avec cette volonté de redonner justement un côté dominant, un côté presque. Ouais, enfin, tu utilisais le terme nasty. Mais ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment l'idée de se faire respecter avant tout et quoi qu'il en coûte, comme ça avait pu être le cas des Bears précédemment. Et c'est là où on se retrouve notamment avec une défense vraiment de joueurs intimidants. Alors, Reggie White, c'est pas l'exemple le plus parlant, même si forcément c'était sans doute le meilleur défenseur de l'époque du côté des Eagles. Mais si tu prends des profils comme Jerome Brown, comme j'ai oublié son nom bien entendu, c'est Sean Walters, je crois, dans le backfield défensif, Wes Hopkins Oui. également. Voilà, il n'y avait pas que des tendres dans cette équipe-là, et c'est vrai que ça a symbolisé un petit peu c'était deux parcours similaires, hein, deux défenses notamment qui se sont vraiment construites petit à petit, avec les Giants d'un côté et le Crunch Bunch symbolisé bien sûr par Lawrence Taylor, et les Eagles en effet avec les joueurs que j'évoquais, notamment le ministre de la Défense Reggie White. Et c'est vrai que ça nous a offert une belle passe d'armes en l'occurrence. Mais tu le disais, c'est un peu ce qu'on expliquait, ce qu'on se disait un petit peu en off. C'est vrai qu'en effet, la majeure partie des titres, ou en tout cas pendant longtemps, parce que jusqu'à 2018, les titres allaient du côté de New York, mais on avait cette espèce de kryptonite que représentait Philadelphie, où on pouvait se dire que a priori le favori était new-yorkais, et on se retrouvait souvent non seulement avec des victoires des Eagles, mais en plus avec des scénarios absolument rocambolesques, parce que on a eu un nombre de matchs, un nombre de fins de rencontres. Là, on va parler de la rencontre de 78 tout à l'heure, mais il n'y a pas que celle-là en l'occurrence. Je ne sais pas quels exemples principaux te viennent en tête. On a quasiment Bah, que les principaux souvenirs sur des fins de match absolument haletantes. Elles sont très rarement en faveur de la franchise new-yorkaise. mais oui, alors il y a un souvenir qui est un peu ancien, mais qui est quand même caractéristique. C'est le touchdown de Clyde Simmons en 88.
C'est-à-dire que, quand même, il faut se dire, les Eagles sont en position de field goal. Ils vont gagner le match. Sauf que ce field goal est dévié. Tu te dis normalement, quand tu arrives à dévier le field goal, c'est censé être une bonne nouvelle. Mhm. Mais non, le ballon part dans les airs et retombe dans les bras de Clyde Simmons, donc le joueur des Eagles, qui va courir dans la end zone et marquer le touchdown. Et on y reviendra, mais c'était les 10 ans du Miracle in the Middle Zones dont on va parler après. Donc c'est vraiment, genre 10 ans après, des Giants qui se disent, mais quoi qu'on fasse, il se passe toujours un truc, genre jamais vu, qui nous fait perdre. Alors, c'est vrai que cet événement-là sera moins important que l'autre parce qu'il y a moins d'impact sur la NFL, mais ça se passe toujours comme ça. Et après, ça a continué encore et toujours. En 2003, Brian Westbrook, alors que tout le monde pense que les Giants vont punter dehors, il punt à l'intérieur du terrain. Brian Westbrook remonte tout le terrain, touchdown, victoire. Derrière, il y a 2010, évidemment, Miracle in the Middle number 2. Donc, les Eagles qui sont menés de tête 31-10. Et alors, il est à 7 minutes de la fin. Et ils vont marquer touchdown avec Kelsey, ils vont marquer touchdown avec McLean, etc. Ils reviennent à égalité. Les Giants se retrouvent à punter à 10 secondes ou 7 secondes de la fin. Tu te dis, ils vont punter dehors. Non, ils puntent en terrain. Et là, Deshaun Jackson qui remonte tout le terrain, qui va chambrer le long de la end zone toute l'équipe pour finalement aller marquer le touchdown. Enfin, c'est toujours comme ça. Et je rajouterai une dernière chose, c'est 2017, parce que ça, on l'oublie un peu. C'est Jake Elliott qui gagne le match, alors que c'est en troisième semaine, troisième semaine, je pense. Les Eagles gagnent le match sur un field goal de 62 yards de Jake Elliott, donc record pour un rookie, etc. Et c'est la victoire qui lance le underdog mentality jusqu'au titre des Eagles. Donc c'est vrai qu'il y a une accumulation. Alors bien sûr, attention, je n'oublie pas nos amis des Giants. Il y a le comeback de 2006, il y a le Ozzy Omenora Game où il réussit 6 ou 7 sacs. Enfin, Ouais. il y a ce genre de choses. Mais les gros événements d'histoire, c'est les côtés des Eagles. Ouais, tu parlais de symbolique tout à l'heure, notamment. Il y a cette fameuse histoire avec Randall Cunningham lors du Monday Night Football de 88 face aux Giants, où Randall Cunningham, on sait, bon, alors deuxième tour qui a été très très dévalué de par sa sortie d'une petite université. Il y avait un contexte assez particulier, donc il y a eu une acclimatation en NFL qui a été assez délicate. Et la révélation, on va dire, Cunningham en NFL, ça vient d'un jeu absolument dingue où, un petit peu sur le modèle d'un Eli Manning, par exemple, au Super Bowl 42, il arrive à se dépêtrer d'un sac. Alors, je sais, il ne me semble pas que c'était Taylor, j'ai un doute, quoique. Non, je ne pense pas que ce soit Taylor. Mais... peut-être Carl Banks ou je ne veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, voilà, il se dégage sur la pression de la pression en toute fin de match pour aller chercher son receveur et aller décrocher la victoire pour les Eagles. Et c'est vraiment ce qui a lancé la carrière notamment de Randall Cunningham en prime time dans la Grande Ligue. Donc là encore, en termes de symbolique, encore une fois, à l'insu des Giants, ça a été quand même assez marquant pour les Eagles. On a planté un petit peu le décor sur ce qui pouvait amener justement assez différent entre les deux franchises. On va s'intéresser désormais au contexte de l'année 78, si tu me le permets, Victor, parce que je l'ai dit, on va évoquer tout à l'heure le Giants Eagles du 19 novembre. Évoquons déjà les forces en présence dans les deux franchises, avec notamment, côté head coach, des visages, voire des noms qui ont quand même un certain accent Rams. Oui, on a un coach qui finalement n'aura pas fait une grande carrière aux Giants et on y reviendra, mais qui a un nom qui va parler aux gens, puisqu'on a John McVay, qui est le grand-père de Sean McVay. C'est dire si la NFL est une histoire de famille chez eux. Et du côté des Eagles, on a un coach qui est un peu plus connu, qui est Dick Vermeil, ancien coach de UCLA, qui est, on va y venir, le coach qui va, pour la première fois de l'ère Super Bowl, faire gagner vraiment des matchs aux Eagles, qui vont connaître la première décennie de l'ère Super Bowl, c'est défaite sur défaite sur défaite. Et on y reviendra, c'est un peu le cas pour les deux équipes. Mais Dick Vermeil, c'est le premier âge d'or des Eagles de l'ère Super Bowl. Si on part sur les joueurs, en l'occurrence, qui étaient sur le terrain à cette époque-là, qu'est-ce que tu retiens plus particulièrement? Un peu plus la défense, en l'occurrence, en termes de star power? Non, je vais te laisser parler de la défense. Tiens, moi, je vais vous parler de l'attaque, parce que c'est vrai que c'est des joueurs peut-être
moins connu, mais il y avait du beau monde du côté de Vegas. Il y avait Ron Jaworski, qui était le The Jaws, donc le quarterback. Il y avait Harold Carmichael, Oui. qui est le receveur qui est devenu Hall of Famer récemment. Et d'autre côté, on a un fullback running back qui est extrêmement connu, qui malheureusement sur cette action-là va se retrouver du mauvais côté de l'histoire, mais qui a une carrière absolument incroyable. C'est Larry Zonska. J'espère le prononcer bien. J'aurais dit son cas, mais moi, Oui, bon, on va pas pinailler pour ça. qui est un joueur assez exceptionnel. Et c'est vrai que je te laisse en parler. C'est l'identité des deux franchises. C'est en défense que on va dire, les deux franchises se sont constituées en premier. Oui, c'est ça. C'est vraiment notamment sur les seconds rideaux, à mon sens. Alors, les Giants, j'en parlais un petit peu. Lawrence Taylor n'est pas encore là, puisqu'il arrive de mémoire 3 ans plus tard. Je vais pas dire de bêtises, ça va être au début des années 80, l'arrivée de Lawrence Taylor. Ça doit être ça. Euh, mais on a quand même, ouais, en effet, ce début de fondation avec notamment Harry Carson qui est là sur le poste d'inside linebacker, Brad Van Pelt également, ce qui a vraiment constitué l'une des colonnes vertébrales, en tout cas, de cette équipe new-yorkaise pendant pas mal d'années, notamment jusqu'aux 2 Super Bowls que vont disputer et remporter les Giants en 86 et 90, sans vouloir empiéter un petit peu sur le dernier chapitre qu'on évoquera tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a quand même des forces assez importantes. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus notable, mais petit clin d'œil du destin, on a quand même sur le poste de cornerback un certain Ray Rhodes, que les fans des Eagles connaissent, qui n'a pas eu un parcours extraordinaire en tant que head coach de la franchise de Philadelphie 20 ans plus tard, mais qui en tout cas sur ce match-là a été relativement présent. Et puis du côté de Philadelphie, là aussi des joueurs assez imposants, notamment Bill Burgie, qui faisait partie de cette armée de pro bowlers du côté des Eagles, en tout cas de joueurs qui sortaient un petit peu plus, avec des Carmichael, des Montgomery également. Bill Burgie qui avait été récupéré notamment de mémoire par Dick Vermey contre 2 premiers tours de draft. C'est dire l'impact du bonhomme à l'époque pour aller Ouais, il chercher avait du été côté payé de. cher. Ouais. Ouais, c'est dire l'impact du bonhomme du côté des Bengals. Il avait continué à fournir de belles prestations. Donc voilà, il y avait quand même un casting assez intéressant, même si quand on s'intéresse à la situation au classement, donc on est au niveau de la 12e semaine de mémoire, en tout cas, on est Je plus crois dans qu'on la. est 13e semaine, mais Voilà, c'est 12e match, du coup. voilà, j'oubliais la bye week, tu as raison. 13e semaine de saison régulière, mais du coup, 11 matchs disputés de part et d'autre. Et on se retrouve dans un scénario où on a 2 équipes qui n'ont pas disputé les playoffs depuis longtemps et qui se retrouvent chacune à 5 victoires pour 6 défaites. Malheur aux perdants, a priori, si on prend le scénario d'emblée de cette partie. Ah, c'est complètement ça. C'est complètement ça. Je veux dire, l'équipe qui gagne a encore une chance. L'équipe qui perd, ça va être très compliqué. Surtout les Giants, puisque les Eagles sont à 6-5, les Giants à 5-6. Oui, c'est Dans vrai, je l'ai inversé, ouais, tu as raison. C'est ça. Donc, les Giants, vraiment, s'ils perdent ce match, c'est fini. C'est une NFC Est à l'époque qui n'est pas flamboyante, mais homogène. Hein, tiens, comme quoi, finalement, les choses finissent toujours par se ressembler. Donc clairement, oui, c'était le moment où il fallait aller chercher cette deuxième place parce que les Cowboys, c'était au-dessus. Clairement, on ne pouvait pas aller chercher le titre à l'époque dans ce qui est déjà la NFC Est à 5 équipes, puisqu'il y a les Saint-Louis Cardinals dedans, si je ne dis pas de bêtises. Et là, clairement, on a 2 équipes favorites pour la deuxième place qui se battent. Et le match se déroule favorablement au départ pour les Giants. Ouais, c'est ça. On va évoquer tout de suite le scénario en l'occurrence. En effet, 2 équipes qui sont au coude à coude, mais en effet, les Giants qui sont plus rapidement au rendez-vous, notamment en étouffant cette attaque des Giants. Beaucoup de mal à installer du jeu offensif du côté de Philadelphie sur, j'allais dire, notamment la première mi-temps. Ça a même duré, je trouve, sur une partie de deuxième mi-temps. Oui, sur 3 quarts-temps, tu peux le dire. Voilà, Hein. on peut le dire carrément. Beaucoup de difficultés à installer, notamment le jeu aérien. A priori, les 20 pas du dropback de Ron Jaworski n'ont pas surpris la défense new-yorkaise, a priori. Mais oui, on a beaucoup de turnovers assez rapidement. Je crois que dès la première ou la deuxième série offensive des Eagles, il y a déjà une interception pour New York. Ouais. Et le score, il me semble, monte à 17-6, je crois, parce qu'en plus, les Eagles ne sont pas aidés sur l'équipe spéciale en termes de conversion notamment. C'est ça, c'est 17-6 parce que les Eagles loupent tous les extra points de toutes les manières possibles.
Et dès qu'ils ont une opportunité de marquer un touchdown, ils trouvent un moyen de perdre la balle. Ouais. C'est ça. Alors après, voilà, les Eagles s'en remettent essentiellement à leur défense. Il y a notamment une interception extrêmement précieuse juste avant la pause. Alors, j'ai plus le nom, je crois que c'est Howard de mémoire, je ne peux pas dire de bêtises, le safety des Eagles, qui parvient à chipper le ballon vraiment juste avant la mi-temps pour éviter à Philadelphie de se retrouver un petit peu plus dans la mouise. C'est Bob Howard, oui. C'est Bob Howard, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et donc, en l'occurrence, c'est un peu ce qui maintient les Eagles, on va dire, dans le match pendant très très longtemps, hormis un Harold Carmichael qui, de temps en temps, a des actions de brio, notamment sur le jeu profond. Parce que le jeu au sol, je ne l'ai pas dit. En plus, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, qu'ils perdent Wilbert Montgomery sur blessure pendant un moment. En tout cas, on ne le voit plus en fin de rencontre. Oui, c'est ça. Il est remplacé par Mike Hogan. Ouais, donc voilà, on ne prend pas clairement le chemin d'une victoire de Philadelphie. Et ça a l'air d'être assez tranquille du côté des Giants qui jouent à leur main, notamment avec un Joe Pisarcich, leur quarterback, assez mobile et qui permet notamment d'aller chercher des premières tentatives quand il y a besoin de le faire. Et je le disais, une défense qui est capable de parfaitement étouffer le jeu aérien. Par contre, on va quand même se retrouver. Alors, en deuxième mi-temps, on a une équipe des Eagles qui recolle à moins d'un touchdown d'écart. Et on se retrouve dans une fin de match un peu curieuse. On a presque l'impression que personne ne veut gagner. C'est turnover sur turnover, ballon cafouillé sur ballon cafouillé. Et je parlais des équipes spéciales notamment. On a ce bon vieux John Ciara des Eagles, ancien du UCLA. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. Qui cafouille beaucoup de choses, qui vendange notamment. Alors, je crois qu'il y a. Alors, il fait un. Alors, c'est pas un muff, il se fait lober notamment sur un coup de pied de dégagement des Giants. C'est ça. Il manque le hold sur un extra point. À mon avis, il n'est pas tout à fait clean sur un field goal également des Eagles. Il fait le match de sa vie. Je crois qu'il y a un field goal et 2 extra points où il est impliqué. Enfin, clairement, voilà, c'est ça. Il fait le match de sa vie, oui. mais comme tu dis, les 2 dernières minutes sont extrêmement étranges parce que ça va dans tous les sens. Il y a d'abord un fumble de Doug Cottard, si je ne dis pas de bêtises, qui est joueur des Giants. Et là, les Eagles récupèrent la balle à 17-12. Ils sont en bonne position, ils sont à la moitié de terrain des Giants. Ils sont en bonne position, ils sont à un terrain de Giants. On se dit, attention, potentiel comeback. 17-12, on est à moins un touchdown, etc. Sur l'action quasiment d'après, ou peut-être quelques actions après, il y a une interception de Otis McKinney, si je me rappelle bien. Le rookie, exactement. Des Giants. Et alors là, c'est fini. C'est fini puisque les Giants interceptent à moins de 2 minutes de la fin du match et les Eagles n'ont plus de touchdown, n'ont plus de time-out. Donc c'est fini. Et tu as même l'impression, et c'est ce qui est encore plus paradoxal, le fait non seulement que les Giants aient perdu le ballon 2 secondes avant par l'intermédiaire de Cottard, et le fait en plus que les Eagles se rendent compte que l'interception, paradoxalement, vis-à-vis de ce qui va se passer, on a presque l'impression que les Eagles vont pas être spécialement agressifs au snap. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai ressenti. Après, ils jouent un peu le jeu, mais on a déjà vu des équipes beaucoup plus agressives, même dans l'ère moderne. Mais les Eagles sont perdus. Enfin, ils sont sur le terrain parce qu'il faut être sur le terrain pour les 3 dernières actions. Il faut être là. Donc, bon, voilà, tu es là. Mais globalement, c'est fini. Il y a 17-12, il n'y a pas de time-out, il y a moins de 2 minutes, c'est fini. Et là arrive un truc qu'on n'avait pas vu venir. C'est que à l'époque, le kneel, donc le fait de poser de genoux, pour le quarterback n'est pas automatique. On va y revenir parce que justement, c'est une des grosses conséquences de ce Miracle in the Middlelands. Mais donc, Joe Pisarcich passe la balle, ou en tout cas tente de passer la balle à son running back. La balle s'en va. La balle, il y a un contact. Alors, je ne sais pas si je me souviens plus si c'est directement avec son running back, mais en tout cas, il y a un contact. Il n'est même pas shooté. Hein. C'est vraiment le end-off qui, a priori, paraît loupé. Ouais. Voilà. Et la balle s'échappe. Et là, arrive sur le côté Herm Edwards, quelqu'un que vous connaissez peut-être au niveau des mèmes, puisque en tant que fan des Jets, il a fait le fameux « You play to win the game ». Et donc, Herm Edwards récupère la balle, traverse le terrain, enfin en tout cas les 40 yards qu'il y avait à traverser, et va marquer le touchdown. Et alors là, c'est vraiment, mais personne n'y croit, personne ne comprend ce qui se passe dans le stade.
les commentateurs n'y croient pas, vraiment, ils n'y croient pas avant que ça soit annoncé par les arbitres. Fumble, récupéré pour touchdown, les Eagles gagnent le match 19-17. C'est juste, ça ne doit pas arriver. Le match est fini. Les Eagles ont capitulé. Les Giants ont gagné ce match. Ça ne doit pas arriver. Et pourtant, ça arrive. Et les Eagles finissent par gagner ce match 19-17. C'est ça. C'est ce qu'on peut appeler quand même malgré tout un maxi hold-up. Si on leur donne les opportunités, oui, mais alors, très franchement, il n'y a pas un seul moment dans le match qu'on a senti les Eagles vraiment au-dessus. Jamais. C'est un match qui est dominé de la tête et des épaules par les Giants. Faut pas, enfin, certains vont se dire ils ont marqué que 17 points, mais bon, c'est une autre NFL. Hein. Il n'y avait pas 35 points par match, donc 17 points, c'est déjà très bien. Oui, c'est du jeu au sol à outrance, c'est du jeu pro set avec du backfield vraiment extrêmement fourni. Donc, de part et d'autre, oui, c'était pas non plus les grandes envolées en l'occurrence. Et on voit en l'occurrence que quand Philly essayait de le faire, ça marchait pas spécialement. Donc, ça peut expliquer aussi. Mais c'est ça, mais 17 points, il y a plein de moments où ça suffit à gagner un match dans ces années-là. Et oui, ce fumble incroyable, vraiment, c'est I can't believe it, personne n'y croit. C'est juste, ça ne doit pas arriver. C'est ça qui rend ce moment incroyable et c'est ça qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui, en plus des impacts que ça a eu. C'est que ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver. Et pourtant, ça arrive. On va parler, du coup, pour partir là-dessus, sur les conséquences. Alors, avant d'évoquer la principale, pour le coup, elle s'intéressait justement aux conséquences pour les franchises. Forcément, on va commencer par les Eagles. Tu plantais le décor tout à l'heure avec justement cette fiche de 6-5 pour Philadelphie et de 5-6 pour les Giants. Cette défaite qui devait absolument être évitée pour les Giants, elle ne l'est pas. Et à contrario, du côté des Eagles, on passe à une fiche de 7-5 et on est sur le point de vivre un moment historique pour la franchise. Exactement. On est sur le point de vivre un moment historique pour la franchise puisque les Eagles, pour la première fois de l'ère Super Bowl, parce que, évidemment, il y a eu des titres avant, pour la première fois de l'ère Super Bowl, ils vont aller en play-off. Ils vont aller en play-off, notamment suite à cette victoire et à tout ce qu'elle entraîne. Bon, ils finiront par perdre contre une franchise. Une franchise qu'on connaît peu, une franchise qui attend toujours son premier Super Bowl, les Atlanta Falcons. D'ailleurs, sur une histoire de field goal manqué, me semble-t-il. Oui, histoire que la boucle soit bouclée et que la connexion se fasse avec le match dont on vient de parler. C'est ça, mais voilà, l'idée, c'est que pour les Eagles, il faut savoir que c'est une délivrance. Ça fait 10 ans qu'ils attendent d'aller en play-off. Ils y vont enfin, et ils ne vont pas se contenter d'y aller, puisque ça va créer une équipe qui va être assez dominante pendant 4 ans, puisqu'elle va faire 4 qualifications en play-off d'affilée, et elle va même aller au Super Bowl, qu'elle va finir par perdre alors qu'elle était favorite, mais perdre assez largement pour le coup, contre les Los Angeles Riders, c'est en 1980, si je ne dis pas, enfin c'est la saison 80. Donc ça doit être en janvier 81, si je ne dis pas de bêtises. Dans ces eaux-là. Mais pour le coup, ce Miracle in the Meadowlands, ça n'a pas fait que du bien aux Eagles parce que ça a permis aux Giants de définitivement faire table rase parce qu'ils virent tout le monde. Enfin, ils virent le coordinateur offensif le lendemain du Miracle, tout le reste des coachs à la fin de la saison. Et même s'ils vont avoir un petit moment purgatoire, c'est le début de la reconstruction qui va vraiment prendre son envol en 83 avec l'arrivée de Parcells et de Lawrence Taylor et toute cette grande franchise des Giants des années 80-90 qui va gagner leurs 2 premiers Super Bowl. Ouais, sachant que, sauf erreur de ma part, alors Parcells, pour le coup, il fait une petite parenthèse, mais Bill Belichick intègre le coaching staff dès la saison 79, notamment dans cette idée de renouvellement et sous l'égide du nouvel head coach qui va remplacer en l'occurrence John McVay, à savoir Ray Perkins. Et c'est vrai que Bill Belichick arrive du côté de New York, un coup notamment pour être assistant défensif, équipe spéciale, coach linebacker. Et c'est vraiment, une fois que Parcells sera en place, qu'il l'installera pleinement en tant que coordinateur défensif et que Belichick arrivera notamment à bonifier ce qui sera à sa disposition, à savoir la fameuse escouade, pour ne citer qu'elle, en l'occurrence, que encore une fois, c'est peut-être un petit peu réducteur,
Il y a le frère Marshall notamment sur la ligne défensive. Il va y avoir d'autres joueurs qui vont intégrer cette escouade. Mais en l'occurrence, voilà, ça va les emmener en effet vers les Super Bowls dont je parlais tout à l'heure. Et ça a en effet, je pense, secoué un petit peu le cocotier du côté de la famille Mara. Euh, et donc, ce qui va permettre vraiment de lancer l'ère Super Bowl pour les Giants, parce qu'en l'occurrence, on parlait des Eagles. Les Giants, les playoffs, dans l'ère Super Bowl, jusqu'en 78, il n'y en a pas. Ça arrivera 3 ans plus tard, en l'occurrence, et comme quoi ça a aussi servi d'électrochoc, ce qui s'est passé du côté de cette rencontre face à Philadelphie. Tout à fait. Après, dans les années 70, c'est vrai que les deux équipes ne sont pas aidées par la domination des Cowboys Oui, et aussi des Redskins, qui sont plutôt pas une mauvaise équipe. Donc, c'est vraiment ouais. les deux mauvais élèves de la classe. Sachant que Dallas, l'année 78, Dallas est au Super Bowl, hein. On le rappelle, ils perdent au Super Bowl face à Pittsburgh, dans l'un des nombreux Super Bowls disputés entre les deux formations. Mais oui, oui, en effet, il y avait quand même peu de place pour réussir à coexister. Donc oui, en effet, il fallait être une des forces secondaires de cette division pour tenter de se faire une place en phase Tout à finale. fait. Je te rejoins là-dessus. On a évoqué les franchises, l'essor notamment, la dynamique créée par cette rencontre du côté de Philadelphie, le petit coup de pied aux fesses pour New York. Il y a aussi une petite piqûre de rappel au niveau de la NFL, puisque en l'occurrence, il n'y a pas que les Giants qui sont alertés par cette situation. Manifestement, au sein de la Ligue, on commence à se dire que ce ne sera peut-être pas un cas isolé à l'avenir. Oui, ben, en fait, le Nil existe déjà. Il est déjà fait par certaines équipes sur certains snaps, etc. Mais on ne va pas se mentir. C'est un peu une histoire d'ego masculin C'est à considéré la à l'époque base. comme un aveu de faiblesse. Ouais. Ça veut dire, pardon, je vais être direct et peut-être un peu vulgaire, mais ça veut dire que tu n'as pas de couilles. Mm. C'est clairement ça. Si tu nies, c'est que tu ne crois pas à ton équipe. C'est que tu n'es pas un gagnant, tu n'es pas un battant, tu n'es pas un mec qui gagne des matchs. Mais forcément, ça va refroidir beaucoup de monde, cette histoire. Parce que là, les gens vont se dire, ah, finalement, ce serait peut-être bien si j'évitais de perdre des matchs comme un con. Donc, le Nil, en fait, non seulement le Nil devient acceptable, en plus, la formation est adaptée pour. Il y a cette formation qu'on appelle aujourd'hui la Victory Formation parce qu'elle est un peu en V. Mais du coup, il y a cette formation de Victory Formation où en fait, les joueurs entourent le quarterback pour être sûr que dans le cas un peu improbable où sur le Nil, au niveau du snap, le ballon s'échapperait, il y a un coéquipier qui peut prendre la balle. 2, si jamais c'est un adversaire qui récupère la balle, il est tout de suite plaqué. Donc, en fait, c'est toute la NFL entière qui change. Et si vous avez des fins de match ennuyeuses aujourd'hui ou à 1,53 de la fin du match, vous avez le quarterback qui met le genou à terre 3 fois de suite, vous pourrez C'est à dire cause merci des aux Eagles. Giants. C'est de la faute des Giants. Ils avaient qu'à faire un petit nid en 78. Et c'est ça. Mais c'est vrai que c'est encore plus fou parce que quand on regarde le match et qu'on voit qu'il y a un fumble des Giants quelques minutes avant, c'est vrai qu'on se dit que Oui, c'est ils sont c'est quand pas. même C'est ça. improbable que le, C'est que, quand le- même que le un coordinateur match où il y a offensif des se dise tiens, fumbles. ça peut paraître une bonne idée sur le moment, quoi. Mais bien sûr, il y a des fumbles, il y a des interceptions, toutes les 3 actions dans ce match. À quel moment tu te dis, bah non, mais là, c'est sûr, je suis safe. Ben non. Ben non. Ah, c'est assez fou. Et en l'occurrence, c'est vrai que tu le disais, alors en l'occurrence, ça devient toléré donc, par les équipes offensives, même défensivement, du coup. Alors sans doute parce qu'en effet, c'est complexifié par cette formation. En effet, il y a cette espèce de double lame dans le pire des scénarios. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, il suffit de voir les quelques cas de figure dans l'ère moderne où on a des équipes qui ont essayé en fin de match éventuellement d'y aller à l'esbrouf et de se dire bah tiens, peut-être en rushant un peu plus que de raison, on va peut-être réussir quand même à gratter le ballon sur une victoire et formation. Le tollé que ça fait derrière maintenant, on a l'impression que c'est plus quelque chose de vraiment Ouais. admis, quoi. Ouais, ça, c'est un peu le mauvais côté du truc. C'est-à-dire que l'attaque fasse un nil pour s'assurer de ne pas perdre la balle, c'est une chose. Mais aujourd'hui, la défense essaye même plus. Alors que finalement, tu peux toujours avoir un ballon qui roule, tu sais pas, hein, c'est récupérer et tout. Ça arrivera une fois sur 1000, ça peut toujours arriver. Mais c'est vrai que la mentalité d'aujourd'hui, c'est de plus vraiment attaquer.
C'est globalement. C'est ce qui s'était passé, non, au Super Bowl 49, si je dis pas de bêtises, hein, le Seahawks Patriots, justement, où ça part un peu en vrille en fin de match, Ouais. parce que les Seahawks essayent de rusher, ce qui Bah en ouais, soi, mais bon. Après, il y en a peut-être soi, la manière de le faire, mais bon, en l'occurrence. pour moi, il n'y a pas. Enfin, c'est normal. Enfin, tu tentes de you play to win the game, comme aurait dit Herm Edwards. Il y a un moment, même quand tu es censé avoir perdu, tu essayes de gagner. Donc, moi je reste un peu étonné du manque d'intensité qu'il peut y avoir sur les fins de match dans la NFL d'aujourd'hui et parfois de la facilité avec laquelle certaines équipes acceptent la défaite. Ça me dérange toujours un peu. Et ouais, je pense qu'il y a certaines franchises qui sont justement pas dans cette mentalité. Et bizarrement, c'est souvent celle-là qu'on retrouve en playoff. C'est sûr. Bah, écoute, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur cette rivalité entre les Giants et les Eagles, notamment cette rencontre du 19 novembre 1978. On espère en tout cas que ça vous aura plu pour cette première édition, hein, qui ne sera clairement pas la seule. Encore une fois, on va essayer de s'intéresser notamment au college football dans les émissions à venir. Merci beaucoup, en tout cas, Victor, d'avoir été intéressé et disponible pour co-animer ce premier volet avec moi. J'espère qu'il y en aura d'autres. Bah, On ne merci parlera à pas que toi. des Et puis, Eagles. mais merci d'avoir quand même choisi la seule rivalité qui est favorable aux Eagles. C'est quand même c'est très urbain de ta part de m'inviter dans un C'est ça. contexte C'est allé vite, hein, aussi j'ai fait le favorable. décompte. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir, comme toujours, d'animer ça en ta compagnie. Et donc, n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires, notamment pour nous dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses qui vous intéresseraient tout particulièrement dans le cadre de rivalités un petit peu historiques, des chiffres éventuellement qui pourraient vous intéresser ou ce genre de choses. Voilà, je reste assez ouvert à la critique sur ce genre d'éléments. Donc, on essaiera de se retrouver très rapidement. Il n'y a pas de timing déterminé, pas de deadline, voilà, que ce soit quotidien, hebdomadaire ou ce genre de choses pour l'instant. C'est avant tout un moyen d'occuper l'intersaison de manière ludique. Donc, en espérant que ça vous plaira tout au long de cette période et bien au-delà. Merci encore, Victor. On rappelle qu'on te retrouve donc sur le podcast Fly, avec trois de tes comparses, non? C'est Loïc et Grégory, c'est ça? C'est ça, c'est Grégory Hacher et Loïc de Eagles FR qui m'accompagnent. Voilà, donc j'ai pas fait la pub pour les Giants malheureusement, mais je crois qu'il y a quelque chose sur les Giants. Je vais pas te dire de Mais bêtises. oui, c'est notre Ben comparse oui, Plax, mais oui, en plus, lui aussi de j'ai toujours un Touchdown doute alors qu'il y en a Actu, de plus en plus. qui avec son collègue Thiergo ont un podcast sur les Giants que vous retrouvez sur leur Twitter New York Giants FR. Voilà, tu fais bien de rectifier encore une fois. Le temps fait que j'ai pas l'occasion d'écouter tous les podcasts, donc voilà. Je crois même qu'historiquement, c'est le premier podcast de franchise FR. Et ben voilà, tu vois, je n'avais aucune excuse. Merci Un de m'enfoncer pionnier. un peu plus. Bon, bah, merci encore, Victor. On se Merci retrouve à très toi. prochainement pour une nouvelle édition du Rivalité. D'ici là, passez une très bonne journée et à très bientôt pour suivre l'actualité et plein de collèges football, de NFL, de football américain, tout simplement, j'ai envie de dire. Salut à tous.